notre site internet www.abkradiofficiel.com, mais aussi en téléchargeant notre application ABK Radio Officiel sur Play Store et App Store. Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugements, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée. Très heureuse de vous retrouver sur la fréquence utile et agréable. Mesdames, messieurs, c'est toujours un bonheur renouvelé à chaque fois dans le cadre de cette nouvelle production de Fina Family sur ABK Radio. C'est un sujet que nous avons déjà abordé dans le cadre de cette émission. Nous y revenons parce que c'est un sujet qui vaut son pesant d'or. On parle des viols, briser le silence sur les abus et encadrer les victimes dans leur reconstruction. C'est donc le thème de Fina Family de ce jour. Et pour en parler, nous avons dans le cadre de cette autre production une invitée qui est passée par ces difficultés, qui a su justement se reconstruire. C'est un cas d'école. Elle nous dira comment est-ce que les choses se sont passées. Elle donnera beaucoup de force et d'énergie à ces personnes qui aujourd'hui culpabilisent du fait d'avoir été abusées sexuellement, du fait d'avoir subi des menaces. Comment est-ce qu'elle a réussi à briser le silence? Comment est-ce qu'elle a surtout réussi à se reconstruire au point de devenir une grande femme aujourd'hui? On en parlera avec notre invitée. Lorsque je l'ai dit, il est important de la présenter. Elle, c'est Karine Mambou, que j'ai le plaisir de recevoir dans le cadre de cette émission. Karine est écrivaine, elle est entrepreneur, elle est également journaliste. Et puis, la petite confidence, c'est que c'est une collègue. Nous avons cheminé ensemble. Là, nous étions du côté de Bafoussam à l'époque. Et dire qu'elle avait déjà ces blessures, qu'elle traînait avec elle, que j'étais loin d'imaginer de le découvrir des années plus tard et de savoir qu'elle n'avait jamais renvoyé l'image d'une personne qui avait été détruite. C'était vraiment impressionnant. Karine, bienvenue. C'est un plaisir de t'avoir dans le cadre de Fina Family sur ABK Radio. Merci Sidonie, ça fait vraiment chaud au cœur de te revoir. Ah oui. Et en plus d'être de l'autre côté, oui. d'être ton invité, voilà. Qui est cru. Voilà, qui est cru comme on le dit. Oui. Ben, ça me fait vraiment chaud au cœur et surtout de te revoir en parfaite forme. Oui. Et surtout de savoir que tu fais une émission aussi merveilleuse, une émission de sensibilisation, quelque chose qui me tient à cœur comme Fina Family. Mm-hmm. D'ailleurs, je te dis bravo pour cette initiative. Merci. Et j'espère qu'elle perdurera aussi longtemps que possible. Ah oui, en fait, c'est ça le but. Tant qu'on aura la force, on fera ce qu'il y a à faire parce que justement, on s'est rendu compte que les destructions partent souvent de la cellule familiale ou alors la construction des hommes forts également
également, ça part des cellules familiales. Lorsque les choses ont été bien faites, ça se voit qu'on aura des citoyens équilibrés, mais lorsque l'enfance a été un tout petit peu difficile pour certains, on peut perdre des citoyens, alors on peut simplement les avoir déséquilibrés. Donc, c'est en fait cela l'objectif, et avec vous, nous espérons arriver là où on doit arriver. Il faut dire que vous êtes auteur du tout premier ouvrage, le tout premier ouvrage qui vous a vraiment révélé, c'est Ma version des faits. C'est une histoire d'une vie, c'est une histoire vécue par vous que vous avez voulu consigner dans un livre. Vous avez voulu que cette histoire sensibilise, vous avez voulu à travers cette histoire encourager les victimes à briser le silence. On reviendra là-dessus. Il faut dire que l'ouvrage est paru quand même depuis plusieurs années. Oui, en 2017 précisément. Oui, en 2017, l'ouvrage a fait son bout de chemin. Il reste d'actualité parce que justement, le phénomène, il perdure, les abus sexuels. Et dans votre cas, vous les avez vécus dans la cellule familiale. Effectivement, oui. À 10 ans. À 10 ans. Ouais. Oui. On reviendra là-dessus. Et après ma version des faits, vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez bien voulu continuer à sensibiliser le monde. Et cette fois-là, vous avez choisi comme thématique Mon féminisme et ton humanisme, réconcilier égalité, dignité avec passion. Lorsqu'on parle de féminisme, vous avez bien réussi avec le jeu de mots, ajouter humanisme, comme pour ne pas recevoir des flèches, des personnes qui disent ah, c'est des féministes. Ah ben justement, c'est parce qu'il y a des gens qui disent ah, c'est des féministes qu'il faut recentrer le débat. Oui. Et ces personnes n'ont pas généralement tort. C'est juste parce qu'il y a certaines personnes qui essayent de biaiser le combat des vrais féministes. Oui. Parce que le féminisme, il faut dire que c'est un mouvement de transformation sociale qui demande juste la restitution des valeurs de la femme en termes de compétences, etc. Et aujourd'hui, les femmes se disent que si elles réussissent peut-être à épargner 1 euro ou un franc CFA... il faut dire que vous parlez beaucoup plus d'euros parce que vous ne vivez pas au Cameroun. Un franc CFA, voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, franc CFA. Oui. Elles pensent que voilà, elles sont devenues des grosses reines de la planète au point de pouvoir marginaliser les autres. Alors que c'est pas ça en fait le but du mouvement. Le mouvement, c'était que les femmes, avant que les Portugais précisément arrivent en 1482, elles étaient des guerrières, des prêtresses, elles faisaient beaucoup de choses parce que la société était matriarcale. Et il faut dire que le féminisme aussi, c'est un mouvement africain parce que les gens pensent que ça vient de l'Occident, mais c'est pas vrai. Alors les femmes étaient tous là et les colons sont venus dire aux hommes, mais non, vous ne laissez pas les femmes prendre des décisions parce que vous êtes des mâles dominants, on les a donné beaucoup de mots comme cela et tout a été bouleversé. Oui. Alors quand ça a été bouleversé, ces femmes, comme elles étaient déjà des guerrières, elles étaient des vraies Amazones, elles ont dit non, on ne va pas se laisser, on va pas laisser qu'on nous rétrograde à ce point. Il faut contester. Oui. Alors le féminisme, c'est une sorte de contestation, de dire non, on le faisait si bien, mais on ne vous avait jamais manqué de respect. Oui. On avait toujours travaillé en synergie avec vous. Alors c'est pas la peine de nous reléguer en second plan, de dire entre guillemets que notre place c'est dans les cuisines. Oui. C'est nous à côté de vous et non nous derrière vous. Oui. Voilà, parce qu'ensemble on forme une bonne paire et le monde est plus équilibré, la société, la communauté dans laquelle nous vivons est plus épanouie. Oui. Alors redonnez-nous notre espace, redonnez-nous nos valeurs et laissez-nous faire ce qu'on avait l'habitude de faire. Oui. C'est comme ça que le féminisme est né. Alors, si vous ne voulez pas qu'on vous gifle, ne giflez pas l'autre. Oui. Alors, si vous vous demandez qu'on vous restitue ce qui est tout à fait normal et qu'on vous le donne, n'utilisez pas ça encore contre ceux qui vous ont donné ce qui vous revient de droit. Oui. Alors, beaucoup de femmes aujourd'hui ont tendance à transcender, certaines femmes qui n'ont pas compris le combat. Elles se disent que non, si je revendique, ça veut dire que j'ai de la valeur, j'ai de la hauteur, j'ai du caractère, mais elles confondent le caractère à l'impolitesse. Oui. Et c'est ça qui crée souvent la confusion. Lorsque vous venez dire après, je suis féministe, on dit, ah, les voilà, les impolis. Justement, parce qu'elles disent les insoumises. L'insoumission, c'est autre chose. Oui. Je préfère dire impoli parce que l'impolitesse, c'est vraiment ce n'est pas avoir du bon caractère. Oui, bien sûr. Et être fort de caractère. Les irrespectueuses, un tout petit peu. Voilà. Oui. Alors, l'humanisme revient
là, au jeu de mots, si tu veux, avec le féminisme, pour juste te dire que c'est une philosophie qui demande de remettre l'homme, l'être humain au centre de notre préoccupation. Oui. Et lorsqu'on le parle, lorsqu'on le dit, ça signifie tout simplement qu'on respecte l'autre, on a des valeurs, et si vous aimez réellement quelqu'un, vous ne pouvez pas faire du mal à cette personne. Tout à fait. Si on parle d'engagement, de combat, qui est le féminisme, on parle des valeurs de la dignité, qui est l'humanisme, ça devrait normalement faire une paire. Oui. C'est pour ça que je dis, mon féminisme à moi est un humanisme, parce que je pense que je ne peux pas demander qu'on ne me gifle pas, qu'on ne me violente pas, et je sois la personne qui le fait pour l'autre. C'est pas juste. C'est très intéressant de recadrer, recentrer le débat comme vous venez de le faire, Karine Mambo. Je crois que de nombreuses femmes vont désormais comprendre que lorsqu'on parle de féminisme, il ne s'agit pas de combattre les hommes, il ne s'agit pas d'avoir des femmes qui soient forcément au même niveau que les hommes d'une certaine manière, hein, parce que parfois quand on parle de la femme qui doit être au même niveau, l'égalité, c'est aussi parfois mal perçu, parce qu'il y a des femmes qui vont dire « Ah, comme moi je fais souvent la vaisselle, l'homme également doit faire la vaisselle parce qu'on parle d'égalité. » C'est pas de ça qu'il est question. En fait, lorsqu'on parle d'égalité, les gens pensent qu'on parle de l'égalité sur le plan physique, sur le plan de force. Mais non, moi c'est pour ça que je préfère pas le terme égalité, bien que je sois experte en genre. Je parle plutôt d'équité, parce que lorsqu'on parle d'équité, c'est de nous donner la possibilité de faire les mêmes choses. Justement, et de nous donner les mêmes sens aux deux sexes. Exactement. Oui. Alors, si on parle d'équité et qu'on reste dans ce sens-là, on verra qu'il n'y a pas de guerre, parce qu'on va vous juger sur vos compétences. Tout à fait. Et ce n'est que de bonne guerre qu'on vous juge sur votre compétence. Alors, on ne peut pas toujours aller avec des thèmes féminisme, égalité de genre, autonomisation de la femme. Moi, j'ai même déjà un problème avec le mot autonomisation de la femme, parce qu'on ne parle pas d'autonomisation de l'homme. Si on parle tout le temps de l'autonomisation de la femme, ça signifie tout simplement qu'on accepte déjà que la femme a été reléguée au second plan. Tout à fait. Alors, j'exhorte les femmes à se dire non, on ne doit pas être relégué. Donnez-nous juste notre Est-ce que c'est pas du fait de certaines réalités? On reviendra aussi, parce qu'il faut dire que la femme traverse parfois des réalités qui ne sont pas celles des hommes. Les femmes, par exemple, prenons le cas des filles qui sont mères célibataires, qui peuvent se retrouver en train d'avoir des grossesses précoces. Et lorsqu'on sait qu'on a des grossesses, lorsque les grossesses précoces arrivent, la plupart du temps, cela porte un coup à l'éducation de la fille. Le cursus scolaire se trouve perturbé. Ça, c'est dans de deux. Il y a des femmes qui, parce qu'elles sont mères d'un enfant, ne peuvent plus se déployer comme il se doit. Vous savez, quand vous êtes enceinte, vous pouvez vous retrouver en train de demander des permissions, et ça, c'est pas toujours accepté. Dans ce moment-là, vous n'êtes plus vraiment productive comme il le faut pendant la grossesse. Si elle est une grossesse qui a des risques, vous serez absente. S'il y a des réalités, l'enfant est né, il faut bien que vous puissiez subvenir aux besoins de cet enfant, parce que très souvent également, il y a des hommes qui prennent la poudre d'escampette. Est-ce qu'à ce moment-là, les femmes ont vraiment la possibilité de s'exprimer de la même façon que les hommes qui, eux, même s'ils sont auteurs des grossesses, ne les portent pas et donc ne subissent pas toutes les difficultés qui vont avec la grossesse quelquefois, ou l'accouchement, la naissance. Ce que tu dis, Sidonie, est très très pertinent. C'est une réalité. Oui. Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment essayer de diviser cela en plusieurs sections. Vous avez parlé des grossesses précoces. Si on parle de grossesse précoce, ça signifie que la jeune fille vit encore sur le toit de ses parents. Tout à fait. Ça veut dire que les parents sont normalement responsables de ces enfants-là. Oui. Alors, un parent qui est démissionnaire, des parents démissionnaires vont justement laisser l'enfant ne pas poursuivre son école, son éducation, parce que l'enfant a une grossesse précoce. L'enfant a une grossesse précoce aussi parce qu'il y a aussi cette démission des parents qui font en sorte que vous n'avez pas le contrôle total sur votre enfant, vous n'avez pas un dialogue assez ouvert avec votre enfant. Alors ce qui arrive. Maintenant, si ce qui est arrivé, un enfant n'est pas toujours une fatalité lorsqu'on a un parent aussi averti. Tout à fait, oui. Quand ça arrive, il faut encadrer votre enfant, vous dire à l'enfant, c'est pas parce que vous êtes enceinte que tout va s'arrêter. On vous aide, on vous encadre avec cet enfant-là, et on vous donne la possibilité de retourner à l'école, parce que c'est essentiel, c'est primordial, même pour votre devenir et pour le devenir de l'enfant que vous venez de mettre au monde. Oui. Maintenant, lorsqu'on est dans un cadre d'adulte, où la jeune femme est enceinte et que son conjoint, par exemple, décide de partir, oui, c'est juste une question d'organisation.
il faut pas laisser que quelque chose vous abatte parce que l'autre ne vous a pas aidé. La réalité, c'est que si vous ne vous aimez pas suffisamment, vous ne faites pas les choses pour vous, personne ne le fera à votre place. Tout à fait. Donc, dites-vous un moment, vous êtes seul au monde et comment vous allez faire pour vous en sortir? C'est juste un problème de mindset, de combat. Parce que on est né chacun de façon différente, chacun est venu à son tour. Et les choses qui nous arrivent, quand on le fait, quand on décide de faire des choses d'adultes, ça veut dire qu'on a aussi la capacité d'assumer ces choses d'adultes-là. Alors moi, personnellement, je ne peux pas admettre qu'une femme dise que non, je n'arrive pas à retourner à l'école parce que le père de mon enfant m'a abandonné. Moi, je pense que quand tu as décidé de faire des jeux d'adultes, c'est parce que tu savais qu'il y avait des conséquences et que ça pouvait avoir un impact sur ta vie. Je le dis parce que j'estime qu'il faut sensibiliser la jeune fille, les jeunes femmes sur ce sujet-là. Ne faites pas de grossesse ou alors n'allez pas faire des jeux d'adultes lorsque vous n'êtes pas capable d'assumer votre enfant, vous seul. Au cas échéant, ça peut être des maladies qui sont tellement mortelles ou graves et vous n'avez pas demandé à l'homme de venir vous aider, par exemple, à l'assumer. Je n'encourage pas les hommes non plus à faire des grossesses et à fuir parce que ça, c'est de l'irresponsabilité. Vous voyez? Mais je dis, il faut ménager les femmes parce qu'il s'agit d'elles, ce sont elles qui portent. Alors, si vous portez, il va falloir savoir vous protéger d'abord en premier. Oui. Aimez-vous, privilégiez-vous, soyez un tout petit peu égoïste aussi. C'est-à-dire que si vous sentez que vous n'êtes pas capable d'assumer les conséquences des jeux d'adultes, évitez certaines choses. Oui, prenez des précautions. Et les parents, et stoppez d'être démissionnaires. Soyez là pour vos enfants. Écoutez vos enfants, participez à leur vie intégralement parce qu'éduquer un enfant, c'est pas seulement payer l'école. Éduquer un enfant, ce n'est pas seulement de lui donner à manger. Éduquer un enfant, c'est aussi de comprendre ses besoins, de donner des conseils, de vivre sa vie avec lui au quotidien. Oui, c'est très important et c'est des façons de faire qu'il va falloir intégrer chez nous en Afrique, même si ça ne passe pas toujours chez de nombreux parents parce que il y a de nombreux parents qui ne sont pas disposés à écouter les enfants. C'est davantage instruction. Et ils se disent quelquefois que les enfants n'ont rien à dire, les enfants ne peuvent pas extérioriser leurs peines, leurs émotions. On n'est pas encore ouvert à cela, mais il va falloir y arriver parce que c'est très important. Il y va de l'avenir de nos enfants. Très chers auditeurs, merci d'être sur la fréquence utile et agréable. On va vous permettre de souffler un tout petit peu en musique. Question de revenir pour nous intéresser à la thématique du jour, briser le silence sur les abus sexuels et encadrer les victimes dans leur reconstruction, comment on réussit à le faire parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui n'osent même pas avoir une vie amoureuse normale, d'autres personnes n'arrivent plus à avoir une vie professionnelle épanouie du fait d'avoir subi des abus sexuels, du fait d'avoir été violés. Certains ont gardé le secret pendant plusieurs années et de l'intérieur ce secret les détruit chaque jour qui passe. On essaye donc de revenir sur ce sujet pour donner des éléments, des astuces, de la motivation à ceux-là qui passent par cette mauvaise expérience afin que ces derniers puissent se réveiller, qu'ils puissent prendre conscience et se dire tout n'est pas perdu, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je peux me réveiller un beau matin, je peux reprendre ma vie en main, je peux devenir un homme fort ou une femme forte parce qu'il faut le dire, les hommes également subissent de plus en plus des viols. On se retrouve juste après ceci, très chers auditeurs. Alphabet Records. Mon bébé pour moi, ma chérie, ma chérie pour moi. Baby, I'm not afraid, oh, to give you my heart, oh, and I know go fail you. I'll always love you, 'cause together we're stronger, toi et moi. Together forever, toi et moi. We go through the storms of life, toi et moi. Vas-y par ma main, on avance, bébé, toi et moi.
As I look into your eyes, you look into my eyes. Girl, I can read your mind, cause your feelings know the lie. Your beauty one of a kind, you got me hypnotized. Is it the way you smile, my angel? Si c'est le tout passé que tu me donnes, bébé, ça marche. Et si c'est la tête mâchoire ronde dans ton bongo, bébé, ça travaille. Oh, cause I'm in love with you. Mon bébé pour moi. Ma chérie, yeah, yeah. Ma chérie pour moi. Baby, I'm not afraid, oh, to give you my heart, oh, and I know go fail you. I'll always love you, cause together we're stronger, toi et moi. Together forever, toi et moi. We go through the storms of life, toi et moi. Vas-y, prends ma main, on avance, bébé, toi et moi. All that girls and they waste that time, then they boil in our beans, me and you for life. Then go wash hand for we, because everybody knows, even God in heaven knows, say now you they in control of my love. Si c'est le tout passé que tu me donnes, bébé, ça marche. Et si c'est la tête mâchoire ronde dans ton bongo, bébé, ça travaille. Ooh, cause I'm in love with you. Mon bébé pour moi. Ma chérie, yeah, yeah. Ma chérie pour moi, yeah. Baby, I'm not afraid, oh, to give you my heart, oh, and I know go fail you. I'll always love you, cause together we're stronger, toi et moi. Together forever, toi et moi. We go through the storms of life, toi et moi. Vas-y, prends ma main, on avance, bébé, toi et moi. Merci à ceux qui nous rejoignent à l'instant sur la fréquence utile et agréable. Merci surtout d'écouter l'émission Fina Family sur ABK Radio. Notre invitée du jour est Karine Mambou. Elle est écrivaine, entrepreneur et journaliste. Elle a donc choisi de parler avec nous de ce sujet important, briser le silence sur les abus sexuels et encadrer les victimes dans leur reconstruction. Karine, c'est ton sujet qui te tient à cœur, surtout que cela a un rapport étroit avec l'ouvrage Ma version des faits. Oui, effectivement, ça me tient à cœur. Il fallait pouvoir le coucher dans des livres. Oui. Voilà. Il se trouve donc que dès l'âge de 10 ans, vous vivez une expérience très triste, une expérience douloureuse. Et pour la petite fille, en passe de devenir adolescente que vous étiez, comment est-ce que ça s'est passé? Vous avez été menacée, vous avez été contrainte de garder le silence. Comment est-ce que les choses se sont passées pour que ce qu'on va appeler vos bourreaux puissent en arriver là?
Quand on est une jeune fille, on est à la maison familiale. Oui. Le tonton vous demande de faire quelque chose, vous êtes obligé de faire parce qu'à l'époque, les tontons, c'était beaucoup de respect, Tout etc. à fait. Et ils vous menacent en vous disant, si vous le dites à quelqu'un, vous allez mourir. Oui. Et lorsqu'on a 10 ans, on pense vraiment que c'est vrai. C'est vrai. Et c'est lorsqu'on grandit qu'on se rend compte qu'en réalité, c'était faux. Oui. Mais il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas porter plainte, vous ne pouvez rien faire parce qu'il n'y a pas de preuves. Alors vous avez ces blessures avec vous, vous grandissez, il n'y a personne qui peut vous écouter. La société d'abord elle-même, elle est méchante à la base parce qu'elle ne va pas vous écouter, elle va vous victimiser davantage. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? On garde ça en soi, on le vit, on en souffre, oui. On n'en parle pas, on prétend aussi d'être heureux comme les autres. Oui. Et voilà. C'est comme ça que j'ai grandi. C'est à quel moment que Karine décide d'en parler? Elle en parle d'abord aux parents ou alors c'est à travers cet ouvrage que tout le monde découvre ce qui s'est passé pendant cette période de votre enfance? Oui, c'est en 2017 que tout le monde découvre, y compris ma famille, parce que j'avais parlé à une seule personne qui n'avait rien à voir avec ma famille. Oui. Parce que cette personne avait fini finalement par détecter que je masquais le bonheur. Oui, oui. Voilà, je faisais croire que tout allait bien, pourtant ce n'était pas le cas. Et il m'a poussé à bout, j'ai fini par craquer et à raconter ce qui s'était passé. Alors cette personne m'a aidée parce que elle me comprenait à 100%, parfois je vais même dire 200%. Et elle a mis du sien, des finances pour que je puisse rencontrer un psychologue à cette époque-là, que je puisse m'ouvrir davantage. C'était un moment qui m'a beaucoup apporté de façon psychologique. J'étais mieux outillée, j'avais davantage l'envie de continuer à faire ce que j'avais à faire, bien qu'à un moment j'étais découragée parce que j'étais étouffée par cette douleur. Et en 2017, quand je suis partie en Afrique du Sud, c'est là-bas que ça me revenait tout le temps. Oui. Je me disais, je souffre de quelque chose, comment je fais pour en parler? Parce que j'ai l'impression que si je ne parle pas à quelqu'un, si je ne le raconte pas à ma famille, je ne vais jamais guérir. Vous serez toujours hantée par ce qui s'est passé. Voilà. Et de surcroît, j'avais une fille, j'ai accouché d'une fille, et quand je pensais à elle, je me disais, et c'est la même chose lui arrivait. Voilà. Et ça me faisait peur. Oui. Et je me suis dit, pourquoi j'ai mon courage en main, pour que ça n'arrive plus jamais. Je dois devoir d'abord parler, je dois devoir vraiment guérir et voir ce que ça donne. Comme ça, si après, je suivis à cette exposition qui n'est pas tout à fait facile à assumer. Oui. Peut-être que je vais avoir le courage de sauver ma fille, peut-être que ma fille saura finalement comment se défendre si jamais ce genre de choses lui arrivait. Alors c'est comme ça que j'ai écrit le livre. C'était difficile, une année à écrire ce livre. Pourtant, c'est pas assez de pages. Oui. C'était compliqué pour moi déjà d'écrire. J'ai écrit pendant 2 mois, j'ai pleuré. Après, je venais, j'effaçais. Après, je me dis, mais non, il faut que j'y arrive. Et au bout du 3e mois, que je me décide vraiment d'écrire non-stop jusqu'à la fin. Voilà. Oui. C'est donc cette histoire triste par laquelle vous êtes passé. Qu'est-ce qui a été l'attitude ou le comportement qui a mis la puce à l'oreille de cette personne qui a décidé de vous accompagner? C'est quoi? Qu'est-ce que vous n'arriviez pas à faire? Ou alors qu'est-ce que vous faisiez qui l'a amené à comprendre qu'il y a quelque chose et vous avez un petit problème psychologique? Non, du tout. J'étais juste quelqu'un qui... J'aimais beaucoup rire, rigoler avec des personnes qui m'entourent. Mais je suis très casanière à la base. Et je suis vraiment très, très fragile. Mais je ne le montre pas. C'est-à-dire quand je suis avec des personnes, je montre que bon, non, Karine, c'est la dure. Femme forte. Je suis forte, tout va bien. Mais dès que vous tournez le dos, là, je suis seule dans mon coin. C'est la tristesse. C'est le vrai moi qui est là. C'est un calme impressionnant. Et puis, il me regardait, il disait, mais comment est-ce qu'on peut quitter d'un sourire à un calme aussi de façon aussi brusque. Si je fais un peu d'oxymore ou bien de trucs, un calme silencieux, c'est-à-dire que, voilà. Et il ne comprenait pas comment j'arrivais à faire cela. Et il m'observait tout le temps. Un matin, il me dit, c'est vrai que tu fais beaucoup de sport, je te trouve très charismatique, je te trouve
très forte de caractère, mais est-ce que tout va bien? Tu dis oui, mais tout va bien et tout. Mais est-ce que tu es sûr que tout va bien? Oui, tout va bien, mais je pense pas que tout va bien. Assieds-toi là, je veux qu'on parle. Le fait de pouvoir fuir du regard la personne, de ne pas pouvoir regarder, la personne s'est rendue compte qu'effectivement, il y avait quelque chose qui me traumatisait. Ça n'allait pas bien et tout. Et c'est comme ça qu'avec des petites questions, il m'a amené, et puis voilà, j'ai fini par craquer et tout raconter. Voilà. Et quand vous racontez tout cela, les auteurs, parce qu'il y en avait 2, est-ce qu'ils sont encore en vie lorsque vous décidez de dévoiler cette histoire au grand jour? Ils sont en vie, sauf que je ne connais pas, je n'ai pas de nouvelles, je ne sais pas où ils sont, mais je sais qu'ils sont en vie. Ils sont en vie, parce que si en famille, on n'a pas annoncé leur mort, c'est qu'ils sont en vie quelque part. D'accord, donc vous avez décidé de couper les ponts depuis longtemps. Ouais. Avec eux. Oui. Donc, une fois devenue adolescente, une fois que vous avez pris conscience de votre corps, vous avez été consciente du fait qu'ils avaient abusé de vous, parce qu'à cet âge-là, on sent quand même qu'il y a quelque chose de mal qui s'est passé. On sait que c'est un abus parce que vous faites quelque chose que vous n'avez pas voulu faire, mais vous n'avez pas le mot juste pour le classifier. En fait. Justement. Voilà. Oui, vous ne pouvez pas le dire. Et quelle a été la réaction des parents? Les parents, comment est-ce que eux ils ont réagi quand ils apprennent à travers cet ouvrage, ma version des faits, que vous avez été violée, que pendant tout ce temps, ils n'ont jamais su ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont culpabilisé? Est-ce qu'ils vous en voulaient de ne leur avoir pas dit ce qui s'était passé? Comment est-ce qu'ils ont vécu cela? J'ai échangé avec mon père avant que mon père décède. Il est parti en 2020. On en avait parlé, il m'avait appelé, il m'a posé des questions pour en savoir davantage. Et voilà, j'ai échangé avec lui, je lui ai dit ce qui s'était passé. Et il m'a demandé des excuses. Je lui ai dit, c'était pas de ta faute. Tu ne peux pas imaginer, tu ne peux pas savoir. Toi aussi, tu es une victime parce qu'en réalité, quand vous élevez des personnes chez vous, vous avez des cadets et tout. La famille africaine, ça signifie qu'on est là, on est tous en famille, on veut aider les autres. Justement, en fait. Donc, c'est pas que c'était dans une mauvaise intention de pouvoir les avoir à la maison. C'est que vous n'avez pas prémédité, vous n'avez pas voulu que ça arrive. Et voilà, on a échangé, c'était bien et j'étais heureuse parce que au moins avec lui, j'ai eu cette réconciliation de quelqu'un qui était attentif, qui voulait comprendre, qui voulait me consoler bien que tard. Et voilà, je me suis sentie bien. Et après cela, qu'est-ce qui se passe lorsque vous produisez cet ouvrage? Vous vous sentez libéré le jour où vous finissez de le rédiger? Alors le jour où ça paraît, ou alors vous vous sentez libéré au fur et à mesure que vous êtes invité sur des plateaux? Alors, je vais vous en parler. Comment est-ce que ça se passe? Le jour, déjà l'héroïne du film, du livre. C'est pas moi, c'est un autre nom que j'ai mis. Alors le jour de la dédicace, la première dédicace du livre, en Afrique du Sud, je suis pas toujours sûre que je veux assumer. En fait, cette présentation publique. Voilà, que c'est moi. Mais lorsque j'avais des questions par rapport à la personne qui modérait la dédicace, il me posait des questions tellement il en posait qu'à un moment j'ai craqué parce que je n'arrivais plus à raconter sous quelqu'un, sous la casquette. Il fallait que je me dévoile pour que ce soit plus facile pour moi de raconter mot à peau ce qui s'était passé. C'est comme ça que j'ai craqué. J'ai pleuré pendant la dédicace. C'était involontaire, bien sûr. Et après, j'ai senti cette grosse libération. J'ai assumé. Et depuis ce jour, je ne cesse d'assumer. Et je comprends que plus j'assume, plus je me libère. Plus je libère les autres femmes qui, comme moi, on l'ont subi. Et aujourd'hui, on essaie tant bien que mal à travers mon organisation non gouvernementale qui s'appelle Cadet Foundation, que nous ne sommes plus des victimes, mais nous sommes des survivantes. Et plus jamais cela n'arrivera autour de nous. Voilà. Ma version des faits donc a inspiré sans doute plus d'une depuis que ce livre est paru. Est-ce que vous avez de nombreuses victimes qui vous ont approché? Est-ce qu'il y en a qui gardaient le silence, n'arrivaient pas à s'exprimer, qui grâce à vous, grâce au fait que vous soyez dévoilé, que vous ayez assumé d'avoir été violé, c'était pas votre faute, elles également ont réussi à sortir du silence?
Oui, effectivement, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que ensemble, quand je parle d'ensemble, c'est parce que il y en a aussi qui ont porté le projet, qui portent le combat avec moi, qui à la base étaient aussi des victimes. Grâce au fait que j'ai pu briser le silence, elles ont aussi pu briser le silence. Aujourd'hui, nous formons une synergie très très forte à travers l'Afrique et l'Europe, parce que Khaled Foundation, c'est Afrique du Sud, c'est Côte d'Ivoire, c'est Sénégal, c'est Burkina Faso, c'est Cameroun, c'est Irlande. Voilà, c'est parce qu'il y a des survivantes qui ont dit on porte le projet. Nous sommes guéris, il faudrait que toutes les victimes en guérissent et que nous puissions vraiment mettre la barrière sur ces hommes, ces bourreaux, pour qu'ils ne fassent plus jamais de mal à des personnes vulnérables, à aucune autre femme et surtout à aucune jeune fille, parce que on est vraiment à la base du combat contre le viol infantile. Oui. On sait qu'aujourd'hui, à côté des femmes ou de la jeune fille ou de l'enfant fille qui est violée, il y a également de jeunes garçons qui sont de plus en plus violés. Est-ce qu'ils vous approchent également, leurs parents ou eux-mêmes, ces adolescents qui peuvent être victimes de viol, pour vous en parler, pour dénoncer leurs bourreaux? Oui, effectivement. D'ailleurs, il y a eu un cas récent à Bafoussam avec un monsieur, père à son âme aujourd'hui, qui s'appelle Capello. Où les victimes étaient des garçons. C'est entraîneur, ce coach justement de football, Où des victimes étaient des enfants, des garçons qui sont rapprochés justement de la fondation. Et que, en leur nom, on a porté plainte dans ce monsieur. Malheureusement, la plainte n'est pas arrivée à son terme parce que justement, la faucheuse est arrivée et ça l'a emporté. Mais ces garçons, ils ont brisé le silence, ils sont venus se plaindre. Et ici à Douala, on travaille justement avec aussi une académie et ACAF avec Isidore Feguin du côté de PK8, je crois. PK8, non, PK14. Voilà. Je ne sais pas si c'est PK14, c'est Godi Bakoko. C'est pas quel PK. Godi Bakoko, bon, voilà. Retenons Godi Bakoko, Godi Bakoko. Voilà, il y a des jeunes garçons qui jouent aussi au foot. Qu'on sensibilise tout le temps aussi par rapport à cela. Il y en a qui sont des victimes qui en parlent, etc. Donc, il y a des hommes aussi, des jeunes garçons qui sont violés par des femmes dans leur propre maison, qui se plaignent. Oui, il y a des nounous qui violent des jeunes garçons quand les parents ne sont pas à la maison. Il y a des tantes qui violent leurs neveux. Il faut qu'on en parle. Il y a des hommes qui violent aussi leurs neveux. Il y a des hommes qui violent leurs nièces. Bon, ça, c'est le cas des garçons. Là, on avait déjà parlé des filles, parce que vous évoquiez... les garçons. Il y a peut-être des parents également qui violent leurs propres enfants. Donc, ça va dans tous les sens. Voilà. Aujourd'hui, on a quand même pu faire nos preuves sur le terrain et beaucoup nous font confiance. Et on essaye tant bien que mal à leur apporter notre soutien de niveau et à travailler. Ce n'est pas évident parce que nous ne sommes pas financés par des organisations, nous travaillons sur fonds propres et porter cela pendant au moins 7 ans aujourd'hui que je fais ce combat, ce n'est pas évident de tout le temps prendre son propre argent pour pouvoir sécuriser les autres en termes médical, en termes juridiques, etc. C'est énorme. À un moment donné, on peut s'épuiser, mais comme on connaît la douleur, on s'est dit il vaut mieux ne pas le faire, voilà. Que vous continuez toujours à avoir beaucoup de force pour accompagner ces personnes. Si vous avez été choisi, élu par le Très-Haut, c'est sans doute parce qu'il savait que vous auriez les moyens de mener ce combat, de supporter cette charge. Qu'est-ce que les victimes présentent souvent comme élément qui leur est contraint à se taire? Chez vous, il y a eu une menace de mort, on vous a menacé de vous tuer, ou alors on vous a dit que vous alliez mourir au cas où. Vous parliez du viol que vous aviez subi. Est-ce que c'est pareil pour les autres victimes, ou il y a d'autres astuces qui sont utilisées par ces violeurs très souvent? Oui, en général, c'est un peu la même démarche avec ces violeurs. Ils vous promettent toujours la mort parce qu'il va falloir vous faire taire. Donc, en gros, c'est un peu cela. Maintenant, est-ce qu'il faut rentrer, parce que c'est une question de confidentialité que nous signons justement avec ces victimes. On ne peut pas forcément dévoiler les techniques d'un ou d'autre. Mais ce qu'il faut retenir déjà à la base, c'est que ces bourreaux ne sont pas si tendres avec les victimes. Ils ont beaucoup de façons de vous faire taire. Donc, ils trouvent tous les moyens pour vous réduire
au silence, oui. et puis tellement ils vous font peur. Et quand ils le font, comment est-ce que ça se passe après, entre l'avant-viol et la vie après le viol, puisque vous continuez à cohabiter avec ces violeurs, en fait, les victimes? Mais c'est très dur, c'est très très dur. Comment ça se passe? Vous commencez à être loin d'eux, vous ne voulez plus être proche d'eux, vous... Mais en réalité, c'est ça, c'est donné ici, vous êtes avec quelqu'un qui vous a fait du tort. Oui. C'est clair que vous n'allez pas vouloir continuer à vivre avec cette personne si vous avez les moyens de vous défendre désormais. Oui. Lorsque vous êtes un enfant, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes condamné à rester. Une fois que vous avez grandi, vous avez 16, 17 ans, vous devez partir de la maison. Moi, par exemple, je suis partie de notre maison familiale quand j'avais 17 ans. Oui. Ben, maintenant, il y en a qui n'ont pas l'opportunité de partir. Tout à fait. Parce que j'étais comme ça à la rue pour partir. Est-ce que partir, c'est toujours une bonne chose? C'est les points d'interrogation. Parce que la société aussi, elle est tellement violente. Quand vous partez aussi, vous êtes toute seule à cet âge-là. Vous êtes avantageuse. Est-ce que vous êtes partie parce que vous ne vouliez plus être à côté de ces violeurs? Je ne voulais plus être dans la maison familiale. D'accord. Voilà, parce qu'il y a tous ces souvenirs qui me revenaient tout le temps. Oui. Et je voulais être seule. Voilà. Maintenant, être seule, ce n'est pas toujours la solution. Oui. Il y a aussi beaucoup de risques. Tout à fait. Vous traversez aussi... il y a une autre vie, la vie de la société. La vie n'est pas toujours tendre. Vous devriez vous battre davantage, 400, 5000 fois plus, parce qu'il va falloir que vous vous affirmiez. Vous voyez qu'en ce moment-là, il n'y a plus que le viol. Vous pouvez même encore avoir ce viol-là, parce que vous êtes finalement seul, personne ne peut vous défendre. Mais vous vous dites, si ça s'est passé en maison familiale, l'étranger ne pourra pas me dépasser, je sais désormais me défendre. Oui. Maintenant, toutes les victimes ne pensent pas pareil, toutes les victimes n'ont pas la même chance, toutes les victimes n'ont pas le même courage. Et la société devrait être tendre avec les victimes pour pouvoir les comprendre et ne pas les juger. C'est pas souvent le cas. Est-ce que les victimes sont jugées lorsqu'elles s'expriment? Très, très souvent. C'est pour ça que je dis que la société n'est pas tendre avec les victimes. Quand vous violez, vous expliquez, on vous dit non. Déjà, vous êtes inventé cette histoire. Ah, d'accord, la plupart du temps. De deux, on vous dit, ben non, si on vous a violé, c'est que c'est de votre faute. Oui. De 3, pourquoi tu portais la petite jupe? Oui. De 4, pourquoi tu t'es retrouvé d'abord à tel endroit à 18h? Oui. Comme si... De 5, tu faisais quoi chez lui pour te faire violer? Exactement. Oui. Il y a toujours quelque chose qu'on va dire. Maintenant, la question que je pose à ces personnes, c'est que quand on a 10 ans, on n'est même pas conscient de son corps. Oui. On ne sait même pas ce que c'est que la sexualité. Tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se défendre? Comment est-ce qu'on fait pour savoir que ça va nous arriver? Parce qu'on n'est qu'un enfant qui ne sait même pas encore bien se baigner. Oui. Donc, la société devrait revoir cela et faciliter la tâche aux victimes pour qu'elles puissent s'exprimer, parce que la première guérison, c'est de briser le silence. Tant que vous n'arrivez pas à briser le silence, vous n'allez pas pouvoir guérir. Oui. Et c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Et maintenant, dans la vie de couple, après avoir vécu ce type d'abus, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a la phobie de l'homme? On a peur lorsqu'on va passer à l'acte sexuel? Cela nous revient toujours à cette image du viol. On a peur de toujours subir ce qui a été subi quand on était toute petite. Au niveau de la sexualité, est-ce qu'elle est perturbée? Bien sûr qu'elle est perturbée. Il y en a qui sont tellement perturbées. Il y en a aussi que ça déforme. Il y a des femmes qui décident de ne plus jamais aller avec les hommes parce que c'est une des conséquences. Il y a des femmes qui, ça les affecte plutôt du côté négatif, qui deviennent plutôt des prostituées parce que c'est une des conséquences. Elles deviennent des accros de sexe. Elles sont des accros de sexe, elles n'ont plus rien à perdre. Il y en a qui changent carrément de partenaire, au lieu d'être avec des hommes, deviennent plutôt avec des femmes. Ça dépend de comment ça vous affecte. Il y a des personnes qui décident de se suicider parce qu'elles n'en peuvent plus. Il y a des femmes qui ont du vaginisme ou bien de la frigidité. Le vaginisme, c'est que quand il faut parler de sexe, ça dit qu'elle n'est même pas réceptive, elle est toute fermée, ça se contracte. Il y en a qui sont frigides, vous les frôlez, ça ne leur dit absolument rien. Donc ça dépend de comment, les conséquences, ça dépend vraiment de chaque victime en fait. Mais c'est ce qui a une conséquence quelque part. Il y a toujours une séquelle. Et on ne s'en remet vraiment pas à 100%, sauf si on est vraiment bien entouré finalement, où on rencontre un partenaire qui nous met vraiment en confiance et qui montre qu'il y a une grosse différence entre ces pervers bourreaux qui vous ont fait du mal et des vrais hommes qui peuvent vous protéger.
Et vous apportez beaucoup d'amour. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui a fait la différence avec Karine? Parce que Karine s'est construite déjà toute seule, même après avoir subi ce viol. C'est vrai qu'il fallait être vraiment dans l'univers intime de Karine pour comprendre qu'elle traversait des choses difficiles, qu'il y a des choses qui lui revenaient comme ça en surface. Mais dans la vie de tous les jours, cela ne transparaissait pas. Ça c'est de un. Et puis Karine elle-même a décidé un tout petit peu de faire le pas vers la reconstruction. Quelle a été sa force? Alors, ma force, c'était la lecture. Ma force, c'était de me focaliser à l'école. Oui. J'ai toujours mis mon éducation en avant de façon inconsciente comme cela. Et je lisais beaucoup. Je dessinais aussi beaucoup à cette époque-là. Oui. Je faisais du rap. Je faisais beaucoup de sport. Oui. Je pense que tout cela m'ont aidé. Oui. Du fait que comme je ne voulais pas parler avec les gens, je suis casanière à la base. Et comme j'ai dit, je suis même une grosse timide. Oui, oui. Mais je ne laisse pas transparaître. Oui, c'est vrai. Voilà. En plus, on ne dirait pas. Je ne laisse pas transparaître que je suis une grosse timide. Oui, oui. Donc du coup, j'étais toujours occupée à faire quelque chose. Oui. Je ne me reposais que lorsque je dors. Et c'est devenu une habitude. Même là, je me repose quand je dors. Je suis toujours en train de chercher un truc à faire. Oui. Je ne reste jamais sans rien faire. Je ne sais pas rester sans travailler. Oui. Je m'occupe toujours, à tout le temps, à faire des choses. Et c'est comme ça que j'oublie. Ça m'évitait de penser, de me replonger dans tout cela. Et voilà. Je ne peux pas dire que j'avais vraiment un atout parce que je ne savais pas ce que ça apportait, oui, ma façon de faire à mon bien-être. Oui. Mais toujours est-il que ça ne part pas, comme j'ai dit, ça me revenait toujours. Et finalement, en 2016, j'ai commencé à écrire. Oui. Mais parce que je ne guérissais pas malgré tout cela, mais je continuais toujours à faire du sport. Donc, et de façon hasardeuse, je dis juste que je suis chanceuse parce que ça ne m'a pas affecté à un point négatif comme le suicide ou bien... peut-être finalement j'ai eu un enfant ou j'ai la dépression ou bien ne pas pouvoir l'avoir. Et c'est ça que je me dis, aujourd'hui, si j'ai pu, par la grâce de Dieu, parce qu'il n'y a que lui qui a pu opérer ce miracle-là, arriver où je suis aujourd'hui, je dois devoir give back to the community. Tout à fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye, comme je peux, à mon niveau, de pouvoir aider les victimes à devenir des survivantes et qu'ensemble, on peut se dire, plus jamais cela dans notre environnement. Même si tu n'as pas la capacité de te reconstruire toute seule, tu n'es plus seule. Oui. Nous sommes là avec toi. Et le secret donc de la reconstruction, justement, c'est de quoi? Parler. C'est briser déjà le silence, oui. Parler. Est-ce qu'on parle à tout le monde? Non. Ou alors on parle aux spécialistes? Parce on parle aux spécialistes, on parle même pas seulement aux spécialistes, on parle à des personnes qu'on a ressenti qu'elles sont capables de nous écouter sans nous interrompre, sans vous juger. Oui, voilà. oui, surtout parce que des ONG comme la vôtre n'existent pas, peut-être même dans l'arrière-pays ou dans une ville comme Douala, on n'en trouvera pas dans tous les départements ou dans tous les quartiers ou dans tous les arrondissements, mais il y a des personnes peut-être au sein de la cellule familiale à qui on peut se confier. Donc, c'est à chaque enfant ou chaque personne violée de voir la personne qui peut l'écouter, la personne qui est à même de lui donner des conseils, de la réconforter. Donc, pour s'exprimer et se confier. C'est de ça qu'il est question. Ouais. Oui. Donc, vous êtes sur ABK Radio, vous écoutez l'émission Fina Family. On parle justement de briser le silence sur les abus sexuels et se reconstruire. Très chers auditeurs, on comprend très bien que ce n'est jamais facile pour les victimes de viols, d'abus sexuels, surtout lorsque cela se passe au sein de la cellule familiale, de pouvoir se faire comprendre déjà, d'avoir une oreille attentive, d'avoir des personnes auxquelles elles pourraient se confier, ces personnes qui ont été violées. Ce n'est jamais facile, mais il est important de toujours trouver le moyen de se dire qu'on doit être fort pour soi, pour son devenir, pour son avenir, parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Karine Mambo est notre invitée de ce jour.
Elle est auteure de l'ouvrage Ma version des faits, paru en 2017, et plus récemment, l'ouvrage Mon féminisme est en humanisme, réconcilier égalité et dignité avec passion. C'est un ouvrage produit par les éditions CAD Publishing. Et il faut dire que Karine Mambou est une femme qui est devenue forte aujourd'hui, forte et indépendante, on va le dire. Vous n'aimez pas l'expression? J'aime pas. Forte et indépendante. Pourquoi vous n'aimez pas cette expression? Parce que je suis pas devenue forte et indépendante. Oui. J'ai juste fait ce que j'avais à faire. Et ça, c'est depuis. J'ai commencé à travailler très jeune. J'étais votre collègue. Tout à fait, Radio Star. On était toutes jeunes. Voilà, j'étais encore au lycée. Hein. Oui. Donc, cette vie entrepreneuriale, cette vie de professionnelle, je l'ai eu très, très tôt. Oui. Comme je vous l'ai dit, je suis partie de notre maison familiale très à l'âge de 17 jeune. Ans. Et voilà, j'étais encore en classe de terminale. Et j'ai commencé l'entrepreneuriat aussi jeune. Et tout ça, ça m'a permis d'être forgée. Mais je ne me définis pas forcément comme une femme forte et indépendante. Je me définis juste comme Karine qui a pu se reconstruire après avoir été brisée. Oui. Et pour moi, c'est une forme de revanche de revanche à ceux qui ont cru qu'ils pouvaient me briser, qui sont ces oncles-là. Et pour moi, réussir était la meilleure façon de me défendre et de leur dire vous n'avez pas réussi à me briser. C'est la simple chose. Donc du coup le mot forte indépendante j'aime pas parce que aujourd'hui ça biaise vraiment le combat de féminisme et ça en fait en sorte qu'il y a certaines femmes qui n'arrivent pas à avoir les droits restitués parce que les hommes disent nous sommes aussi des mâles dominants si vous pensez que vous êtes des féministes alors que on a un combat qu'on doit mener ensemble. Les uns se dressent contre les autres. Alors on doit se mettre ensemble comme une alliance forte. On doit être complémentaires pour pouvoir avoir un monde juste et équilibré. Le féminisme, il faut qu'on le retienne, ce n'est pas une lutte contre les hommes, mais c'est juste une restitution des droits des femmes et que les femmes puissent justement montrer qu'elles ont des capacités intellectuelles pour pouvoir faire ce qu'elles ont à faire et le faire en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, en étant fière, en étant dans un couple où on s'aime et où on donne tout le bonheur à nos enfants. Le féminisme n'a jamais demandé de ne pas être heureux dans un couple. Mais si vous l'êtes, là c'est un autre cadre de violence peut-être domestique. Si vous n'arrivez pas à supporter, il faut partir. Mais en réalité, le monde est fait en sorte que les gens s'entendent bien pour le bonheur de ceux qui ont décidé de reproduire en fait. Oui, surtout. On a tout à l'heure parlé de votre papa à qui vous avez confié ce qui vous était arrivé. En fait, il a appris lorsque vous avez publié cet ouvrage, il vous a écouté, il s'est excusé. Et quelle a été la relation de votre papa avec ceux-là qui vous avaient fait tout ce mal? Mon papa ne pouvait plus rien faire parce qu'on ne sait pas où ces gens se trouvent aujourd'hui. D'accord. Donc ils ne sont plus donc les liens ont été coupés à partir du moment où cette découverte a été faite ou alors les liens étaient déjà coupés avant même que cet ouvrage soit publié? Avant, bien avant. Parce que longtemps avant, je ne savais pas où c'était. Et il ne venait même plus dans la maison familiale et tout. Je ne sais pas ce qui s'était passé parce que moi, j'étais bien partie. Je suis partie très, très vite. Donc, du coup, je ne peux pas savoir. Est-ce que papa n'a pas eu envie, ne t'a pas fait une promesse de... Si, mais après, il les a cherchés, il ne sait pas où ils se trouvent. Qu'est-ce qu'il les aurait fait s'il les avait trouvés? Je ne sais pas parce qu'il ne peut pas me dire, vous savez, les hommes, ils ne sont pas autant émotionnels comme les femmes, ils ne vont pas te dire ce qu'ils pensent, mais vous allez seulement découvrir ce qu'ils ont fait. Donc, papa, s'il les avait trouvés, peut-être on aurait appris qu'il a commis un meurtre et peut-être c'est la nature qui les a protégés en les éloignant et peut-être on n'aurait pas validé, mais on aurait compris la colère de votre papa parce qu'il faut le dire, c'est douloureux de voir que votre enfant de 10 ans a été abusé. Aujourd'hui, comment ça se passe avec votre fille? Vous prenez toutes les dispositions? Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, il y a eu des négligences qui auraient poussé ces personnes de la famille, ces membres de la famille à faire ce qu'ils ont fait? Est-ce que si ça n'a pas été le cas pour vous, il y a quand même des familles dans lesquelles il y a des prédispositions au viol? Oui, c'est pour ça que je parlais aujourd'hui des parents démissionnaires. Je disais qu'élever un enfant, ce n'est pas seulement de payer, de payer ses études, ce n'est pas de lui donner à manger,
mais c'est de s'assurer que l'enfant se porte aussi bien. Oui. C'est de rentrer le soir, être capable d'aller voir l'enfant, échanger avec lui, demander comment était la journée, qu'est-ce qui n'a pas marché, est-ce que tout a été roulé. Si vous prenez l'habitude de poser ce genre de questions à votre enfant, de façon inconsciente, l'enfant va vous raconter tout ce qui s'est passé. Tout à fait. Mais si vous ne le faites pas et que l'enfant essaie même de vous parler, vous trouvez que vous êtes fatigué, l'enfant va se braquer et l'enfant ne vous dira rien. Et ainsi de suite. Donc, la négligence, ça ne manque peut-être pas, mais il y en a aussi qui sont assez futés, que même quand vous essayez d'être vigilant, les choses peuvent se passer. Mais en réalité, c'est que les parents aussi en Afrique, surtout, quand ils font des enfants, ils pensent que c'est à la charge de leur petit frère ou de leur petite sœur d'en prendre soin. Parce que peut-être ce sont eux qui rapportent des moyens financiers à la maison. Et c'est dur, en fait, ça va dans tous les sens. Oui, en fait. Justement. Donc, c'est un tout petit peu ça, d'être présent et de ne pas toujours confier la garde de ses enfants aux autres membres de la famille, d'être le plus proche possible de ses enfants, éviter d'avoir des neveux, des cousins, des frères que vous envoyez permanemment à la maison. Va prendre soin de tel, je vais me déplacer, va à la maison d'abord, rester pendant le week-end, le temps que je revienne. Et donc vous ne prenez pas le temps de causer avec votre enfant. Jamais, vous ne le faites pas. Un gros problème. On est pressé, on est toujours à la quête de l'argent, mais on oublie que l'argent qu'on cherche, c'est pour nos enfants. À la fin, on a de l'argent, mais on a perdu nos enfants. Oui, ça c'est très important. On ne les connaît même pas. C'est très important. On a grandi avec eux dans la même maison. De le préciser parce que malheureusement, avec la conjoncture actuelle, avec la difficulté par laquelle les uns et les autres passent avec la situation économique, il y en a qui sont obligés de multiplier des boulots, alors d'avoir des heures supplémentaires pour rallonger un tout petit peu les ressources financières, et donc c'est pas du tout évident. Les enfants peuvent se retrouver en train d'être abandonnés quelquefois, donc on essaie de trouver le meilleur moyen de s'organiser pour que ceux-ci aient quand même la possibilité de nous avoir, d'échanger avec nous. On va souffler un tout petit peu en musique, très chers auditeurs, et on se retrouve juste derrière pour la dernière partie de cette édition de Fina Family. Mr. Shine, Mr. Shine a fait le beat. Mon si tu veux pas sortir, je jette les cailloux sur ton toit. Oh Mimi, je ne peux plus vivre sans toi. Je l'ai dit à ma famille, mon avenir c'est dans tes bras. Je voudrais lire l'avenir, où veux-tu je finirai avec toi. Ta famille m'a dit d'abandonner, je n'ai pas capté, j'ai continué. Ma famille m'a dit de te lâcher, je n'ai pas géré et j'ai continué. Ces choses-là sont compliquées, je ne peux pas lâcher, je veux m'accrocher. Bébé, faut pas les écouter, je peux tout expliquer et ça va aller. Parce que tu me connais, ma maman, toute ma vie, bébé, tu la connais. Je ne peux rien te cacher, tellement je t'aime.
notre amour soit éternel. Ils se lèveront nombreux contre nous. Notre amour les mettra au garde-à-vous. Tout ce que je fais, bébé, c'est pour nous. C'est pour nous. Je ne peux pas te tromper, oh. Eh. Je ne peux pas te blesser, oh. J'arrive pas à t'oublier. Je peux pas te quitter. Dans la nuit, je ferai ma vie à tes côtés. Mr. Shine, Hitmaster. Merci à ceux qui nous rejoignent à l'instant sur ABK Radio. Merci surtout à ceux qui sont là depuis le début de cette émission qui revient sur les abus sexuels, briser le silence et se reconstruire parce que c'est cela le plus important. Ce qui a déjà été fait ne peut pas être rattrapé, mais comment est-ce qu'on fait pour le surpasser? Comment est-ce qu'on fait pour guérir de ces blessures, parce qu'il s'agit des blessures émotionnelles? Comment est-ce qu'on fait pour en parler aux uns et aux autres? Et lorsqu'on est un parent, Karine, lorsqu'on est un parent et qu'on a un enfant qui vient nous dire qu'il vient d'être violé, quelle devrait être notre réaction en tant que parent? Alors, il faut déjà éviter de frustrer l'enfant ou bien de gronder l'enfant parce que c'est pas de sa faute. Il faut éviter de démontrer à l'enfant que c'est une grosse fatalité qui vient de se faire parce que sa psychologie en dépend. Oui. Mais il faut essayer de l'écouter et de se dire, OK, raconte-moi tout ce qui s'est passé. N'est pas mettre l'enfant dans les bonnes conditions, en confiance pour dire ça ne peut pas être de ta faute. Ce qui vient de se passer est mal, mais il faut savoir choisir les bons mots pour pouvoir faire comprendre à l'enfant. Ça dépend aussi de l'âge de l'enfant, etc. Mais il faut rapidement aller porter plainte à cette personne. Il faut amener l'enfant à l'hôpital déjà. Avant même de porter plainte, ramener déjà l'enfant à l'hôpital parce que c'est important de faire des examens pour être certain que votre enfant n'a pas de maladie, n'a pas quelque chose une infection assez grave et tout. Parce qu'il y a des kits aussi viol qui peuvent rapidement aider l'enfant. Et quand c'est le cas, vous faites la démarche de porter plainte et vous essayez tant bien que mal de faire comprendre à l'enfant que c'est pas de sa faute. Etc. quoi. Oui, donc c'est ce qu'il faut faire. Et comment est-ce qu'on accompagne cet enfant qui après aura toujours ces mauvais souvenirs qui reviendront à la surface? Comment est-ce qu'on l'accompagne? On parle à l'enfant tout le temps, on voit... En fait, c'est vraiment du cas par cas. Hein. Oui. Il faut échanger avec la personne pour voir à quel niveau ça a affecté l'enfant. Est-ce que l'enfant a besoin d'un suivi psychologique, par exemple? Si c'est le cas, il faut l'orienter vers un spécialiste. Est-ce que le fait que vous preniez votre temps pour échanger avec cet enfant apporte quelque chose à l'enfant en termes de bien? Si c'est le cas, vous continuez dans cette logique-là, etc. quoi. Il n'y a pas de formule magique, mais il faut juste éviter de frustrer davantage l'enfant. Il faut éviter de crier comme si tout était perdu pour cet enfant-là, parce que, comme vous venez de le dire longtemps, mais quand c'est fait, c'est fait. Oui. Maintenant, l'important, c'est d'éviter que ce soit fait. Quand c'est déjà fait, il faut l'accepter et voir comment, malgré cela, vous allez pouvoir vous reconstituer. Oui. Mais il faut mettre ces bourreaux hors d'état de nuit. Tout à fait. Il faut veiller à ce que votre santé ne prenne pas un coup, etc. Donc, c'est un peu cela, quoi. Ouais. Oui. Donc, très important, on l'a compris, d'accompagner les enfants, de les écouter, de les conduire dans un centre de santé, chez un psy, si vous en avez les moyens. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez jouer ce rôle. Et aujourd'hui, même avec Google, Internet, on peut avoir des réponses souvent à ce type de préoccupation. Tape comment accompagner
une personne qui a été violée, qui vient d'être violée, je crois que vous pouvez avoir quelques éléments qui puissent vous aider. Là, c'est au cas où vous n'avez pas accès à un spécialiste, ou alors si vous êtes dans une partie du pays où il n'y a pas de psychologue, parce qu'il n'y en a pas dans tout le pays. Ils ne sont pas très nombreux, les spécialistes en psychologie. Et cela peut vous aider à accompagner les enfants. Ma version des faits parue en 2017 des éditions Profondeur, Publishing en Self-Publishing. Ça, c'était bien avant que la maison d'édition CAD Publishing puisse naître. Oui, ça c'était en 2017. CAD Publishing a vu le jour en 2020 et en 2021, il a produit son premier auteur. Oui. Ouais. Il faut dire que CAD Publishing, c'est la maison de production de Karine Mambou. Elle est vraiment brave cette jeune femme qui est au-dessus de beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles par lesquels elle est passée. Où est-ce qu'on trouve ma version des faits? Parce qu'il y en a sans doute qui écoutent et qui se disent, bon, cet ouvrage peut m'apporter quelque chose, il peut me permettre de guérir, il peut me permettre de briser le silence. Où est-ce qu'on le trouve? Alors, ma version de faire, il est à Yaoundé, à la librairie des Peuples Noirs. Oui. Il est à Terrific Coffee, Douala et Yaoundé. Il est à la scène littéraire, la librairie. Il est à la librairie de Saint-Paul. Il est dans les bureaux du MEMA Group qui sont bien situés à l'immeuble Congelcam, porte 36, à Vokatanambala, ça c'est à Yaoundé. Et il est aussi à Bafoussam, à la librairie Papeterie, qui est à côté du marché A. Et voilà, Terrific Coffee aussi à Yaoundé. Vous pouvez trouver le livre là-bas en français et en anglais. Et pareillement aussi pour Mon féminisme est un humanisme. Oui. Si vous allez sur le site MEMA Group, c'est www.mema-group.com. Vous allez pouvoir commander ce livre-là. Et sur Amazon, pareillement, pour ceux qui nous écoutent du côté de l'Europe, bien de l'Amérique, qui peuvent commander sur Amazon le livre. Au moment de sortir de cette émission Fina Family sur MBK Radio, quel est le message que Karine Mambou souhaite transmettre à toutes les victimes d'abus sexuels, toutes les victimes de viol? Mon message, il est simple. Si c'est arrivé, sachez que ce n'est pas la fin de votre vie. Reprenez-vous, brisez le silence, dénoncez vos bourreaux quand vous pouvez le faire. Parlez à ceux qui peuvent vous écouter. Ne vous fiez pas à ceux qui veulent vous juger parce qu'ils ne sont que des personnes. Ils ne peuvent pas changer votre destin. Oui. Prenez-vous en main. Essayez de frayer le chemin. Essayez de tourner cette douleur en joie. Essayez de pouvoir briller davantage que vous l'étiez. Essayez d'être la meilleure version de vous malgré les blessures. Oui. Ce n'est pas évident de le faire. Ça peut sembler facile de le dire, mais si vous prenez la décision d'être une autre personne après cela, ça va se faire. Oui. Mais maintenant aussi, essayons de nous protéger, essayons de sensibiliser autour de nous au maximum pour que ça n'arrive pas. Oui. Parce que lorsque c'est déjà arrivé, rien ne peut se faire. Si on évite que cela arrive, alors on aura sauvé beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons, beaucoup de jeunes parents autour de nous. Alors le vrai message qu'il faut passer, c'est que autour de nous, Sidonie, passons le message, sensibilisons tout le monde autour de nous sur ces questions de viol et attirons davantage l'attention des parents sur comment, avec qui laisser les enfants à la maison, sur comment élever les enfants. Écoutons les enfants au maximum parce que c'est la base. Oui. Même si on est fatigué, prenons au moins 5 minutes pour écouter ce que l'enfant nous dit sans l'interrompre surtout. Oui. Parce que lorsque vous dites « Ah, je suis fatiguée, ok, parlons de ça demain », l'enfant se braque. Oui. Vous pouvez faire ça une fois, le lendemain, il vous parle. Mais si vous faites 2, 3, 4 fois, l'enfant ne vous parlera plus. Et la société, comme j'ai dit, elle est aussi méchante, elle devient de plus en plus méchante et agressive. Quand vous faites cela à votre enfant, il ira trouver des solutions à l'extérieur.
qui sait ce qui va se dire à l'extérieur. Si cet enfant tombe sur une mauvaise personne, vous êtes mal barré. Si elle tombe sur une bonne personne, mais tant mieux. Oui. Mais on n'a pas toujours, on ne peut pas toujours savoir ce qui va se passer. Justement, voilà. Oui, ce qui se passera et la personne sur laquelle l'enfant tombera. Merci. Donc, sensibilisation au maximum, c'est le vrai message, et briser le silence lorsqu'on est une victime. Oui. Très important, très 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 important de le faire. C'est le début de la transformation, c'est le début de la reconstitution, de la reconstruction. Très chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute de cette édition de Fina Family sur ABK Radio, votre émission consacrée aux problématiques de famille, votre émission consacrée à la construction des personnes pour qu'on ait une société qui aura moins des personnes déséquilibrées, parce qu'il y en a, des personnes qui souffriront moins de blessures émotionnelles, des personnes qui verront parfois leur avenir basculer du fait d'avoir subi des injustices, de l'abandon en famille, d'avoir subi du rejet en famille, de la trahison. Il y a beaucoup de blessures émotionnelles qui sont traînées par les uns et les autres. Merci Karine Mambou. Je rappelle que vous êtes auteur, vous êtes journaliste et vous êtes entrepreneur. Vous nous avez fait l'honneur d'être dans cette émission aujourd'hui. Merci d'être venu malgré votre emploi du temps qui est hyper chargé. C'est moi qui vous remercie, Sidonie, surtout que le sujet était très très important et très intéressant. Et comme je l'ai dit à l'entame, ma prière, c'est que Fina Family continue son bout de chemin et puisse, à son niveau, sensibiliser aussi un maximum de personnes. Et j'ose croire que ABK Radio est très écouté à Douala. Et peut-être au-delà, je ne sais pas quelle est sa capacité. Nous sommes écoutés à l'extérieur de nos frontières, au-delà de nos frontières, à travers notre application ABK Radio officielle. Voilà, donc même en Irlande, lorsque vous retournerez, lorsque vous ferez votre tour en Europe, vous pouvez nous écouter, Karine. D'accord, je vais l'expérimenter. Merci de me donner l'information. Alors, je prie que ça perdure et qu'ensemble, il y ait davantage de sujets comme cela qui doivent permettre de sensibiliser et de stopper ces pervers à la base pour que nous puissions vivre un monde où on ne verra plus un enfant brisé à cause du viol. Tout à fait. Là, c'est bien dit. Merci donc à Gabriel Gamini qui a assuré la mise en onde de ce programme. Sidonie Fika, que j'étais derrière ce micro de présentation. Très chers auditeurs, vous avez été de l'autre côté de la maison à l'écoute de ce programme. Merci de votre aimable attention et à très bientôt sur ces ondes de ABK Radio. Les observés dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugement, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée.